Mais notre collègue qui est absent aujourd'hui nous avait dit qu'il fut un temps au Congo-Brazzaville, il y avait des syndicats très puissants. Aujourd'hui, ils ne le sont pas parce que ce syndicat-là, aujourd'hui, c'est le Parti congolais du travail qui gère le syndicat. Alors, comment peut-il un syndicat être géré par un parti politique au pouvoir dans un pays? Est-ce que cela est possible ici, en Europe? En Europe, normalement, non. Non. Enfin, moi, je parle de ce que je connais le plus, c'est en France, mais je pense que dans les autres pays européens, c'est pareil. Non. Même s'il fut un temps où on pouvait prendre comme exemple la CGT, qui était plutôt proche du Parti communiste, mais ça y est, c'est fini, ils ont coupé les liens. Par exemple, pour ce qui est de la CFDT est un syndicat complètement indépendant, autonome. Indépendant parce que elle n'appelle à voter pour personne, sauf contre l'extrême droite. Mais sinon, on n'appelle pas à voter pour un parti politique. Les adhérents ont le droit d'être dans des affiliés à des partis politiques. Le syndicalisme, c'est pas de la politique politicienne. Donc à ce titre-là, on leur demande pas dans quel parti ils sont. Il y a des gens de gauche, des gens de droite, des verts, enfin voilà, de tout. Mais surtout, l'autonomie, elle est grâce au fait que elle a ses propres moyens de financement. C'est-à-dire que plus de 70% du budget de la Confédération vient des cotisations de ses adhérents. Ce qui permet de pouvoir dire, alors entre parenthèses, merde à quel que soit le gouvernement, de gauche, de droite, du centre, si ça ne convient pas, on peut ne pas accepter. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir des salaires décents, que les gens puissent pouvoir adhérer, que le travail soit organisé, que les syndicats soient organisés. C'est beaucoup d'organisation tout ça. Voilà. Et après, on participe à des réunions en France, en Europe et à l'international. Comme à l'accoutumée, la CSTC, Confédération syndicale des travailleurs du Congo, n'a pas dérogé à la règle. Elle a présenté en ce début d'année ses meilleurs vœux à son président, Elobelo Bellard, une cérémonie riche en couleurs qui a connu la participation des membres de la CCA, ceux du secrétariat confédéral, des responsables des fédérations et organisations syndicales professionnelles affiliées, des militants et bien d'autres. Ce moment a été l'occasion propice pour Ngati Ituambola, responsable des fédérations et organisations syndicales professionnelles affiliées, de dresser le bilan de l'année 2025 de cette confédération syndicale, tant bien que mal, qui a connu des hauts et des bas, occasionnant ainsi des querelles intestines. Mais pour l'année 2026, a signifié Ito Ngatimbola essaie de mettre des bouchées doubles en vue de relever les défis qui s'imposent. Nous avons longuement épilogué sur l'année 2025 qui ne vous a pas été facile. Nous demeurons cependant satisfaits de ce que vous et vos camarades du secrétariat confédéral aviez été très perspicaces, comme à l'accoutumée, face aux missions prescrites dans votre programme d'activité quinquennale. Si l'année 2025 vous aura imposé une attitude de lutte, nous, fédérations et organisations syndicales professionnelles affiliées, prenons l'engagement de nous associer avec autant de sérieux et de rigueur pour le dernier virage de votre mandat. Notre engagement consistera d'abord à apporter nos rétrocessions. Gage sûr qui permettra au secrétariat confédéral de faire face à plusieurs défis qui nécessitent les moyens financiers. Question d'être en adéquation avec le règlement financier de notre CSTC. Nous vous souhaitons à vous et à votre famille bonne et heureuse année 2026. Pour Elobelo Bellard, président de la CSTC, l'année 2026 est celle de la tenue du 3e congrès ordinaire. Je vous rassure que les membres du secrétariat confédéral, ici présents, et moi-même, ne ménagerons aucun effort pour assurer un bon atterrissage
à la fin de cette année 2026 en guise de fin de mandat. Je peux également vous rassurer que dans le cadre de l'exécution continue de son programme d'activité quinquennale, le secrétariat confédéral est en train de boucler ses dernières réalisations et que les préparatifs des travaux du 3e congrès ordinaire sont en cours. Messieurs, mesdames, bonjour. Soyez les bienvenus à la télévision R7. Je m'appelle Nelson Ndoudi, syndicaliste, et j'ai mon collègue Didier qui va se présenter, lui aussi syndicaliste, du syndicat CFDT, le premier de France. Alors, comme la dernière fois, nous sommes passés aussi avec Didier pour présenter le syndicat français CFDT et les syndicats africains. Didier étant le spécialiste des syndicats africains, il va nous en parler, on va lui poser des questions pour qu'il essaye de nous répondre. Maintenant, je vais passer la parole à notre frère, à notre cher frère Didier, de pouvoir se présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon cher frère Nestor. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Didier Slivka, jeune retraité depuis le 1er janvier. Et jusqu'au 1er janvier, donc, j'étais secrétaire confédéral à la Confédération CFDT, en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient, de toute l'Afrique. Donc, à ce titre-là, on m'a proposé d'intervenir pour cette émission, et c'est avec plaisir que je vais me prêter aux questions qu'on va me poser et aux analyses si on me demande des analyses. Voilà. Alors, mon cher frère Didier, vous étiez en charge par la CFDT en France de s'occuper du syndicat africain. Quel est votre avis sur le syndicat en Afrique? Alors, l'état des syndicats, alors, sur les 54 pays que compte le continent africain, j'en ai fait 13. Principalement en Afrique francophone, et plus précisément surtout en Afrique de l'Ouest, mais aussi à Madagascar. Voilà. Le constat que je fais, c'est que les syndicats africains, généralement, sont encore en pleine construction, phase de construction, d'organisation, des choses qui ne sont pas simples et qui mettent du temps. La plupart des pays africains ont que 60 ans d'indépendance. 60 ans dans une vie, c'est rien. Et dans la vie du syndicalisme, comme en politique, il faut du temps au temps. Donc, il faut se poser, réfléchir, faire les constats sur ce qui se passe actuellement, la situation, alors, d'un point de vue syndicaliste, de la situation des salariés, des travailleurs en Afrique. Une fois qu'on a fait ce constat, il faut que ce constat soit partagé et après réfléchir à améliorer, à trouver des pistes pour améliorer le quotidien des salariés, des travailleurs africains, où qu'ils soient en Afrique. Alors, merci pour ta réponse. Mais avant d'aller plus loin, je voulais dire à nos téléspectateurs R7 que dernièrement, quand on préparait l'émission, on l'avait préparée avec un collègue syndicaliste des finances de Brazzaville. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui parce que dans ce pays-là, il manque de connexion et pas de courant. Donc, du coup, il ne peut pas se connecter. Alors, tu étais là avec nous quand il a parlé des syndicats des finances. Est-ce que tu as retenu quelque chose de ce qu'il avait dit? J'ai retenu surtout que leur vie n'est pas simple, comme la plupart des autres syndicats, des autres fédérations, des autres structures en Afrique.
la vie, le quotidien n'est pas simple. Et c'est vrai dans le monde entier. Les syndicalistes ont de plus en plus de mal à faire leur travail parce que le syndicalisme, c'est un travail à part entière. Pour ça, il faut du temps et des moyens pour défendre les salariés. Et particulièrement en Afrique où il me semble qu'il y a de gros enjeux. L'Afrique est le continent de l'avenir pour moi, avec le nombre de sa population, sa richesse, c'est le syndicat du futur. Quand je parle de richesse, bien sûr, de richesse du sous-sol du continent africain, mais surtout de la richesse de ses populations, la jeunesse de sa population et de la dynamique qu'elle peut entraîner dans ce qu'on appelle des contre-pouvoirs. Alors des contre-pouvoirs, c'est pas systématiquement être contre un pouvoir, c'est pas ça. Un syndicat est là pour améliorer, comme je disais, la vie des salariés au quotidien, mais comme dans une discussion, il faut des négociations, et c'est dire aussi quand les partenaires font des choses qui ne sont pas correctes ou qui ne vont pas dans le bon sens, leur faire dire, attention, là ça ne va pas, on n'est pas d'accord, mais parfois il peut arriver qu'ils fassent des choses intéressantes pour les salariés, c'est de leur dire, là nous vous soutenons et nous vous aidons à mettre en œuvre cette politique-là. Voilà, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est au cas par cas, trouver des solutions. En tout cas, c'est le cas par cas. Et là, je voudrais encore parler des syndicats des finances, comme il l'avait dit. Il se trouve que ça fait plusieurs mois, ils ne sont pas payés. Parfois 8 mois, parfois 10 mois. Il y en a d'autres qui arrivent jusqu'à 53 mois, ils ne sont pas payés. Et même les pensionnés ne sont pas payés. Il se trouve qu'on leur paye 1 mois ou 2 mois, ils arrêtent la grève. Est-ce qu'en Europe, cela est possible? Résoudre ce problème le plus vite possible. Ça fait 28 mois que le corps médical n'est pas payé, c'est insensé. Alors comment voulez-vous qu'ils puissent bien nous recevoir? Comment voulez-vous qu'on puisse bien travailler et en plus dans les conditions archaïques? Il y a encore des brancardiers qui sont malheureusement au manque de salaire. Nous sommes obligés de les entretenir parce que sinon, votre malade va rester en bas. Or que le brancardier, l'aide-soignant, l'infirmier, ils sont là justement pour aider le médecin. Et si eux déjà, ils ne sont pas payés, les médecins, je ne sais même pas comment ils font pour vivre. Je suis resté au moins 1 heure en bas parce que je ne pouvais pas monter. C'est incroyable. Comment ils font pour vivre? Un père de famille, une mère de famille va venir travailler tous les jours et à la fin du mois, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Que vous fassiez une grève illimitée, vous n'êtes pas payé pendant 10 mois, plusieurs mois. Ensuite, on vous paye un seul mois et on arrête la grève. Est-ce que ici, c'est possible? Je vous rappelle que nous sommes ici en France. Normalement, quand on fait une grève, on n'est pas payé. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes de la mobilisation en France. C'est vrai on fait des manifestations, on fait des grèves, mais on a de plus en plus de mal à ce que les adhérents participent à ces manifestations parce que cela coûte cher. Et surtout pour des personnes qui gagnent pas beaucoup, une journée de salaire en moins, ça peut compter. Donc du coup, on se retrouve souvent dans des manifestations entre les responsables de syndicats ou des permanents. C'est une vraie problématique. Et donc, ça doit être encore plus grave en Afrique, où les salaires sont très faibles, les salaires moyens, les salaires minimums. Voilà, pour ce qui est du travail, parce que moi, de ce que j'ai constaté dans les pays où j'ai été en Afrique, la plupart du temps, c'est 1 jour de congé par semaine. On travaille 6 jours sur 7, alors qu'ici, on a 2 jours de congé, avec des salaires qui sont très bas, et des villes où il y a pas mal d'inflation, où la vie devient de plus en plus chère. Et les gens ont de plus en plus de mal à pouvoir vivre décemment dans ces villes, surtout qu'en plus, il y a ces grandes métropoles africaines absorbent beaucoup de personnes qui viennent des villages, parce que comme il y a de moins en moins de travail, il y a beaucoup de précarité dans les zones périphériques, ils viennent de plus en plus dans ces centres-villes, où c'est un peu chacun pour soi, et la débrouille, les petits boulots, et c'est même pas de vivre, c'est de survivre. Survivre. Je voudrais te poser une petite question. Dernièrement, on avait parlé des syndicats. Aujourd'hui, on parle des syndicats au Congo. Est-ce que le syndicat du Congo peut être adhérent à la CSI Afrique?
Et Bien comment sûr. peut-il faire? Bien sûr, je pense même qu'il y a déjà des confédérations congolaises, Congo-Brazzaville bien sûr, qui sont adhérentes, affiliées à la CSI Afrique. Il faut s'organiser et demander par écrit, et écrire à la CSI Afrique, en présentant le syndicat, la confédération. La CSI Afrique se trouve à Lomé, au Togo, et donc c'est de l'écrire au siège social, demandant l'affiliation à la CSI Afrique. Sachant qu'une fois qu'on est affilié à la CSI Afrique, on est affilié à la CSI globale, mondiale, dont le siège se trouve à Bruxelles, et qui défend les travailleurs du monde entier, et où l'Afrique a toute sa place. Ici, c'est de vous demander pourquoi c'est vraiment important pour la CGTT d'adhérer à la Confédération syndicale internationale, donc à la CSI. Pourquoi voilà, l'UGTT en est membre et pourquoi vous voulez entamer ce processus pour en faire part également. Notre demande d'affiliation à la CSI, ça répond à deux choses. Premièrement, la solidarité internationale. On voudrait bien faire partie du mouvement syndical international, ça c'est une question. Donc de faire des échanges avec d'autres organisations syndicales d'un peu partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe. C'est un enrichissement, on fait partie intégrante du mouvement syndical international. C'est une question de principe. Premièrement, ça c'est stratégique, mais en même temps aussi, c'est pour nous aussi un soutien face aux violations de la liberté syndicale en Tunisie. C'est pas par hasard que nous avons présenté notre demande d'affiliation en 2008, à l'époque de Ben Ali. Parce que quand on a créé la CGTT en 2006, à l'époque de Ben Ali, on a été harcelé, on a été arrêté, et donc on a eu beaucoup de problèmes. On a porté plainte contre le gouvernement de Ben Ali, le gouvernement déchu, et en même temps à l'Organisation internationale du travail. En même temps, on a demandé notre candidature en 2008. Et après qu'on a organisé notre congrès, la CGTT, le 3 et le 4 décembre, juste après, suite à la décision du congrès, on a présenté officiellement notre demande d'affiliation à la CSI. Et maintenant, le soutien de la CSI, notre candidature, pour nous, ça veut dire soutien à la liberté syndicale en Tunisie, parce que le gouvernement tunisien fait des violations graves à la liberté syndicale. Ils ne reconnaissent pas le pluralisme syndical, ils ne reconnaissent pas notre droit d'exercer notre droit syndical selon les lois tunisiennes. Que dire des lois internationales. C'est nécessaire Donc, pour la notre transition affiliation, c'est un soutien à la liberté syndicale qui fait partie, qui est un des objectifs importants de la CSI, c'est de soutenir la liberté syndicale. Et nous, on est victime de violations de la liberté syndicale, des droits syndicaux. Et oui, ça c'était un bon exemple. Donc nous allons contacter nos collègues syndiqués au Congo pour qu'on l'explique qu'ils ont le droit d'adhérer CSI Afrique. En même temps, ils seront adhérents aussi CSI européen et mondial. La dette à bas, c'est ce cri de cœur qui a mis fin aux 5 km de marche de la Confédération syndicale internationale pour dire non au cycle dette, remboursement et réendettement. Après ce cri, les syndicalistes ont remis une pétition au secrétaire général de la préfecture de Grand Bassam, représentant de l'État de Côte d'Ivoire. Le premier vice-président Afrique du CSI nous rappelle le contenu de la pétition, fruit de 4 jours de réflexion. Après analyse, les recherches économiques et scientifiques des syndicalistes, il est apparu que la dette joue un rôle important dans la vulnérabilité des populations, dans la dégradation de la protection sociale. C'est pourquoi tous les syndicats d'Afrique, à l'endroit des 52 pays d'Afrique, aujourd'hui, ont organisé cette campagne de marche citoyenne pour demander à l'opinion internationale, aux institutions de Bretton Woods, aux États, à tout le monde, à la communauté civile, à chacune et chacun de nous, de s'y mettre dans des plaidoyers pour que ces dettes soient reconverties en des projets sociaux
pour que la protection sociale grandisse. Non à la dette. Les participants à la marche l'ont répété et soutenu, chacun avec ses arguments. Le poids de la dette vraiment appauvrit nos États africains. Et comme on sait dans quelles conditions ces dettes-là sont payées, donc il faut qu'on travaille avec nos propres ressources. Vous avez pu lire sur les pancartes que nous avons, non à la dette. Nous voulons réinvestir les dettes pour plus de justice sociale, pour plus de bien-être aux populations africaines. La rencontre de Grand Bassam s'inscrit dans le cadre de la campagne plus large de la CSI Afrique sur la dette africaine, lancée lors de son 5e congrès à Nairobi en novembre 2023. Parce que en fait, quand on parle de CSI, on peut aussi parler de la BIT ou encore de l'OIT. Est-ce que ces syndicats-là peuvent adhérer à l'OIT ou à BIT? Et pourtant, je pense que le Congo-Brazzaville a ratifié ce décret-là, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont présents? Alors, pour avoir participé à la conférence internationale sur le travail qui a lieu chaque année à Genève au mois de juin pendant 15 jours, j'ai rencontré des syndicalistes congolais qui viennent, c'est une conférence tripartite, c'est-à-dire que lors de cette réunion sur le travail international, il y a les gouvernements, le patronat et les salariés. Pendant 15 jours, ils se rencontrent et ils réunissent. Et il y a plusieurs commissions, et des commissions qui créent j'allais dire des directives, je ne sais plus comment on appelle le nom exact, qui peuvent être ratifiées par les pays. Et voilà, donc ça les oblige quelque sorte, même s'il n'y a pas de pouvoir contraignant, mais ils s'engagent lors de ces conférences et ces groupes de travail à respecter les décisions qui sont prises d'une façon tripartite. Je rappelle, gouvernement, syndiqués, patronat. Alors parfois c'est compliqué, c'est parfois très long sur certains sujets, parce que cette conférence, non seulement elle est tripartite, mais il y a plus de 190 pays du monde entier qui représentent. Alors, il y a des sujets qui sont difficilement traitables d'une façon, si on le traite en Afrique, en Asie ou en Europe. Le même sujet n'est pas traité de la même façon. Et il faut trouver un compromis à travers les continents, à travers les pays, et à travers le regard du patronat, du gouvernement ou des syndiqués. Mais c'est un travail très intéressant. Et ça pèse quand même dans le poids quand on fait partie de l'OIT. Alors je ne sais pas si on peut s'affilier directement, mais la CSI étant à l'OIT automatiquement, quand on est à la CSI, on est invité lors de ces réunions-là. Le travail, que vous en ayez un, que vous en ayez besoin ou que vous dépendiez des autres pour en avoir un, le travail est essentiel à votre bien-être. Le travail donne un but, de la dignité à notre vie. Le travail nous donne notre humanité. Près de 500 millions d'hommes et de femmes ont besoin de travailler. Encore bien plus ont un travail, mais vivent dans la pauvreté. Des centaines de millions ne disposent pas des droits fondamentaux au travail pour que leur gagne-pain soit sain, sûr et salubre. L'Organisation internationale du travail est l'agence des Nations unies qui s'occupe du monde du travail. Elle a été fondée sur l'idée que la justice sociale est essentielle pour une paix universelle et durable. L'OIT s'attache à promouvoir le travail décent pour tous par le biais d'un agenda qui vise à donner aux gens une part équitable dans leur vie professionnelle et dans la société. L'OIT a été créée en 1919 dans le cadre du traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, afin de garantir la justice sociale grâce au travail. Elle est devenue une agence spécialisée des Nations Unies, nouvellement créée après la Deuxième Guerre mondiale. Elle compte maintenant 187 pays membres, nombre qui continue de grandir. L'OIT a reçu le prix Nobel de la paix en 1969 et est considérée aujourd'hui comme l'autorité mondiale du monde du travail. Elle a eu un impact à des moments clés de l'histoire. Le travail de l'OIT touche à presque tous les aspects de notre vie.
Que ce soit les réglementations fixant des normes de sécurité et de santé, ou de politiques visant à mettre fin à la discrimination, à la violence et au harcèlement dans le monde du travail, les normes internationales du travail sont là pour nous protéger. Éradiquer le travail des enfants et le travail forcé, assurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, créer de nouveaux emplois de meilleure qualité, renforcer les systèmes de protection sociale, aider les hommes et les femmes à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir au travail, défendre les droits des travailleurs et des employeurs, y compris par le dialogue social. Le mandat de l'OIT fait partie intégrante des 17 objectifs de développement durable et le travail décent lui-même constitue l'objectif 8 du programme des Nations Unies pour l'agenda 2030. L'énergie et la détermination nécessaires pour traduire ce mandat en solutions qui conduisent à un monde du travail plus durable, plus inclusif et plus résilient. Il y a aussi, et c'est important, il faut savoir que le fonctionnement de la CSI mondiale, il y a un conseil général où siègent des représentants de tous les continents. Donc il y a des camarades africains qui siègent à la CSI mondiale. D'accord. En tout cas, merci Didier de nous avoir éclaircis. Mais notre collègue qui est absent aujourd'hui nous avait dit qu'il fut un temps au Congo-Brazzaville, il y avait des syndicats très puissants. Aujourd'hui, ils ne le sont pas parce que ce syndicat-là, aujourd'hui, c'est le Parti congolais du travail qui gère le syndicat. Alors, comment peut-il un syndicat être géré par un parti politique au pouvoir dans un pays? Est-ce que cela est possible ici, en Europe? En Europe, normalement, non. Non. Moi, je parle de ce que je connais le plus en France, mais je pense que dans les autres pays européens, c'est pareil. Non. Même s'il fut un temps où on pouvait prendre comme exemple la CGT, qui était plutôt proche du Parti communiste, mais ça y est, c'est fini, ils ont coupé les liens. Par exemple, pour ce qui est de la CFDT est un syndicat complètement indépendant, autonome. Indépendant parce que elle n'appelle à voter pour personne, sauf contre l'extrême droite. Mais sinon, on n'appelle pas à voter pour un parti politique. Les adhérents ont le droit d'être affiliés à des partis politiques. Le syndicalisme, c'est pas de la politique politicienne. Donc, à ce titre-là, on leur demande pas dans quel parti ils sont. Il y a des gens de gauche, des gens de droite, des verts, enfin voilà, de tout. Mais surtout, l'autonomie, elle est grâce au fait que elle a ses propres moyens de financement. C'est-à-dire que plus de 70% du budget de la Confédération vient des cotisations de ses adhérents. Ce qui permet de pouvoir dire, alors entre parenthèses, merde à quel que soit le gouvernement, de gauche, de droite, du centre, si ça ne convient pas, on peut ne pas accepter. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir des salaires décents, que les gens puissent pouvoir adhérer, que le travail soit organisé, que les syndicats soient organisés. C'est beaucoup d'organisation tout ça. Voilà. Et après, on participe à des réunions en France, en Europe et à l'international. Comme à l'accoutumée, la CSTC, Confédération syndicale des travailleurs du Congo, n'a pas dérogé à la règle. Elle a présenté en ce début d'année ses meilleurs vœux à son président Elobelo Bellard, une cérémonie riche en couleurs qui a connu la participation des membres de la CCA, ceux du secrétariat confédéral, des responsables des fédérations et organisations syndicales professionnelles affiliées, des militants et bien d'autres. Ce moment a été l'occasion propice pour Ngati Ituambola, responsable des fédérations et organisations syndicales professionnelles affiliées, de dresser le bilan de l'année 2025 de cette confédération syndicale, tant bien que mal, qui a connu des hauts et des bas, occasionnant ainsi des querelles intestines. Mais pour l'année 2026, Asinfe Ito Ngatimbola essaie de mettre des bouchées doubles en vue de relever les défis qui s'imposent. Nous avons longuement épilogué sur l'année 2025, qui ne vous a pas été facile. Nous demeurons cependant satisfaits de ce que vous et vos camarades du secrétariat confédéral aviez été très perspicaces, comme à l'accoutumée, face
aux missions prescrites dans votre programme d'activité quinquennale. Si l'année 2025 vous aura imposé une attitude de lutte, nous, fédérations et organisations syndicales professionnelles affiliées, prenons l'engagement de nous associer avec autant de sérieux et de rigueur pour le dernier virage de votre mandat. Notre engagement consistera d'abord à apporter nos rétrocessions. Gage sûr qui permettra au secrétariat confédéral de faire face à plusieurs défis qui nécessitent les moyens financiers. Question d'être en adéquation avec le règlement financier de notre CSTC. Nous vous souhaitons à vous et à votre famille bonne et heureuse année 2026. Pour Elo Bello Bellard, président de la CSTC, l'année 2026 est celle de la tenue du 3e congrès ordinaire. Je vous rassure que les membres du secrétariat confédéral ici présents et moi-même ne ménagerons aucun effort pour assurer un bon atterrissage à la fin de cette année 2026 en guise de fin de mandat. Je peux également vous rassurer que dans le cadre de l'exécution continue de son programme d'activité quinquennale, le secrétariat confédéral est en train de boucler ses dernières réalisations et que les préparatifs des travaux du 3e congrès ordinaire sont en cours. En plus, j'ai été flatté pour votre soutien indéfectible déjà annoncé au sujet de ce que sera l'issue du 3e congrès ordinaire. Je sais compter sur vous, d'autant plus que le succès post-congrès dépend effectivement de vous, braves militants de la CSTC, disséminés à travers le Congo, notre cher pays et beau pays. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans vous rassurer de toutes les dispositions qui avaient minutieusement et méthodiquement été déjà prises pour les élections professionnelles. Nous n'avons malheureusement pas le pouvoir d'organiser cette grande et importante échéance que nous attendions tous. Alors, merci encore. Tu viens de parler de l'autonomie des syndicats européens, et ce qui m'amène à poser une question sur les droits des syndicats. Après, si possible, on va enchaîner les devoirs. Alors, quels sont les droits des syndicats et des syndiqués en Europe? Quels sont leurs devoirs? Est-ce qu'on peut les mettre ensemble avec les syndicats en Afrique sur les droits ou sur les devoirs? Alors, moi, je ne connais pas le droit de chaque confédération syndicale. Je connais plutôt, on parle plutôt des droits des travailleurs. Il me semble que le droit des travailleurs, qu'il soit, où qu'il soit, un être humain est un être humain à travers la planète, qu'il soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, en Afrique, en Asie, en Europe. Donc, je pense qu'il a les mêmes droits. Ces salariés ont le droit de pouvoir vivre décemment de leur travail. Ce qui est inquiétant, ce que je vois, mais pas seulement dans les pays du Sud, ça existe en Amérique, ça existe en Angleterre, et en France, je connais des endroits comme ça, c'est des gens qui doivent avoir deux travail, pour pouvoir vivre décemment. Mais ça, c'est pas normal. Avec un travail, on devrait pouvoir vivre décemment. Donc, avec un travail, on devrait pouvoir décemment. Au Congo, même avec un travail, on ne vit pas. Donc, du coup, ils n'ont pas de devoir, puisque nous, ici, on cotise. Moi, je sais que je cotise tous les mois. À la fin de l'année, il y a mes impôts qui tombent et 66% de ma cotisation est déduit. Alors, en Afrique, notamment au Congo, rien de cela. Je pense que, à mon avis, est-ce que faut-il réunir ces syndicats du Congo pour leur parler de leurs devoirs afin qu'ils aient aussi leurs droits? Voilà.
il me semble que ce qui serait important, effectivement, c'est de réunir les syndicats pour leur expliquer un peu. Alors, ce qui est important, c'est que on ne peut pas calquer la situation directement des syndicats européens, voire français, à l'Afrique. Parce que le contexte n'est pas le même. Même si dans l'idée, les droits des travailleurs sont dans le monde entier les mêmes, après les réalités sont différentes et on ne peut pas faire abstraction de ces réalités. Il faut en tenir compte de la culture, de la problématique ethnique en Afrique, qui est une problématique respectable, mais qui est forte. On le voit dans les partis politiques, on peut le voir aussi dans les syndicats, voilà. Il faut tenir compte de tout ça et travailler avec ces éléments. Mais je pense qu'on peut faire évoluer dans les choses d'une façon favorable, mais que ça prendra pas mal de temps, parce que voilà, c'est toute une organisation, une structuration. Il faut déjà s'organiser entre soi pour pouvoir peser. Et une fois qu'on est organisé, parce que l'aide étrangère, l'idée c'est pas de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un pays, c'est d'être là en soutien, de réfléchir ensemble avec la réalité des pays concernés, comment on peut améliorer les choses en structuration, en organisation du syndicat pour le bien des salariés. Au final, c'est ça qui est important, c'est comment on peut peser pour faire que le quotidien des salariés en Afrique soit mieux qu'aujourd'hui. Il faut que demain soit mieux qu'aujourd'hui. C'est ça le progressisme. Pour que demain soit mieux qu'aujourd'hui dans les syndicats africains, et je voudrais aussi parler maintenant du syndicat du Congo-Brazzaville, nous ne savons pas combien ils sont syndiqués. On n'a pas de chiffres concrets. Souvent, ce que nous a dit notre collègue, ceux qui sont syndiqués, pour la plupart, les présidents, ce sont des gens retraités. Comment il est retraité, mais il va s'occuper de ceux qui travaillent, qui sont opérationnels. Et c'est ça qui nous avait posé comme problème. Donc voilà pourquoi quand ils font des grèves, ça ne réussit pas, ça ne marche pas. Nous, on sait qu'ici, en France, il y a des syndiqués pour les retraités. Ça existe. Et aussi, ils ont les droits à défendre, ils les défendent. Mais les syndicats de ceux qui sont opérationnels, pourquoi on va mettre à la tête de ce syndicat quelqu'un qui est déjà retraité, alors qu'il y a son syndicat de retraité qui doit être opérationnel? C'est pas possible au Congo. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, je réfléchis à haute voix comme ça, parce que comme je n'ai jamais été au Congo, malheureusement, je réfléchis un peu par rapport à ce que j'ai vu dans d'autres pays et aussi en France. La problématique, c'est une des problématiques les plus importantes dans le syndicalisme, et comme dans la politique, comme dans beaucoup de choses de la démocratie, c'est le temps. La problématique du temps est importante. Nous travaillons dans le temps dans le syndicalisme. Donc, pour pouvoir travailler, il faut du temps. Pour avoir du temps, il faut du droit syndical. Et il me semble, je pense qu'au Congo, je sais pas, je peux pas parler comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'il peut y avoir des personnes actives qui aient du droit syndical pour pouvoir faire du syndicalisme. C'est pour ça que du coup, on fait appel à des retraités. Mais effectivement, c'est pas une solution souhaitable. Il faut que ça soit un actif qui défende des actifs. Nous, en France, on a des sections des syndicats de retraités, ils défendent des retraités. Mais on n'a pas de retraité qui est responsable d'un syndicat actif. Donc, il me semble je pense que c'est un problème de temps aussi. Alors, j'allais dire aussi peut-être d'organisation, certainement, ça va avec le temps. Et puis, voilà, il faut avoir le temps de se poser, d'analyser les choses. Donc il faut connaître les choses, il faut pouvoir aller sur le terrain. Est-ce qu'ils ont la possibilité au Congo d'aller sur le terrain voir les choses? Et puis surtout de peser. Et pour peser, il faut avoir des adhérents. Et pour avoir des adhérents, ça demande des cotisations, même si elle n'est pas chère la cotisation, ça demande d'avoir des salaires décents pour pouvoir vivre déjà décemment et aussi pouvoir cotiser à une association, à un syndicat, à quelque chose. En l'occurrence, là, un syndicat. Voilà. Oui, alors, on va parler de droit syndical. Comment ici est organisé le droit syndical? Parce que je sais
moi, dans mon droit syndical, j'avais 100% de droit syndical. C'est-à-dire que je ne travaille pas, mais je fais que le travail syndical. Voir les entreprises, parler avec les patrons, parler avec les employés. Et le collègue qui nous a parlé la fois dernière, il nous disait qu'il ne le fait pratiquement pas. Mais comment peut-on faire pour qu'ils aient au moins un droit syndical qui vive? Parce que sans le droit syndical, impossible de vivre. Mais ça c'est des décisions, ça doit être la négociation avec les partis politiques. Parce que le droit syndical, c'est un droit qui est, je ne sais même pas si c'est constitutionnel, mais c'est un droit qui est marqué, c'est un droit officiel en France. C'est-à-dire que ce droit correspond à des décharges d'activité liées au score que les syndicats font lors des élections professionnelles tous les 4 ans. Ce qui se passe, c'est qu'il faut quand même dissocier le public du privé. Souvent, dans le privé, les gens ont moins de droits, mais ont de l'argent en compensation et des moyens financiers pour faire du syndicalisme, mais pas de temps. Alors que dans la fonction publique, les syndicalistes ont du droit, mais souvent moins de moyens financiers. Voilà, moi par exemple, je viens du ministère de l'Intérieur, j'étais déchargé depuis 97, j'étais déchargé d'activités ministérielles, donc c'est le ministère qui me paye, mais je travaille pour mon syndicat, mais ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite de gagner aux élections, parce que comme je le disais tout à l'heure dans mon propos, le droit est lié aux résultats des organisations syndicales lors des élections professionnelles. C'est-à-dire que si on diminue en voix, on perd du droit, et donc on perd des moyens. C'est pour ça qu'il est... Alors c'est pas la seule chose importante, mais c'est pour ça qu'il est important aussi de réussir les élections professionnelles pour la représentativité, pour pouvoir peser sur les négociations et pour pouvoir se donner les moyens de fonctionner financièrement et humainement. Ça veut dire qu'on est complètement détaché pour travailler et faire du syndicalisme. Mais c'est un vrai travail. C'est comme si on allait dans un bureau à 9h le matin et on partait à 18h le soir. C'est la même chose, sauf que là on travaille pour un syndicat et on va dans des réunions et on se confronte à l'administration et voilà, on propose, on négocie. Mais il faut que ça soit reconnu par le gouvernement. Il faut que ça soit inscrit dans des lois. En tout cas, ce que tu viens de dire, moi aussi j'ai eu le même problème. 100%, j'étais dédié au travail syndical dans tous les bureaux, visiter. Et parfois aussi, il arrivait le moment où je rentrais, il était 20h. Alors que je pouvais faire que 7h, je dépassais le temps de travail. Mais le salaire n'était pas augmenté, c'était le même. Mais parce qu'on a beaucoup de collègues à défendre, à écouter, les prud'hommes, effectivement, on passe du temps. Et pourquoi tu as parlé de temps? Et moi, je voudrais ici, puisque nous sommes à l'antenne, de faire une demande. Si les Congolais, les Congolaises, travailleuses qui nous écoutent au Congo, ils peuvent nous interpeller. S'ils ont des questions à nous poser, nous sommes prêts à leur répondre. Ils peuvent contacter R7, ils savent comment le contacter, et nous, on sera là pour répondre à leurs questions. C'est important que ceux qui vivent sur ces droits-là nous parlent. Ils sont sur place, qu'ils essayent de s'expliquer, qu'ils n'aient pas peur. Le collègue qu'on avait eu dernièrement nous a dit, on n'a pas encore fait du mal à un syndicaliste, mais par contre, on a peur parfois, de temps en temps, ils sont un petit peu opprimés, donc ils ont peur. Est-ce qu'en allant beaucoup plus loin faire le syndicalisme, est-ce que le CSC Afrique peuvent les protéger? Comment peut-il les protéger? Alors, la CSC Afrique fait régulièrement des déclarations quand il y a des problèmes dans certains pays avec des syndicalistes. Ils font des déclarations, on peut faire des manifestations, ils organisent des choses et cette correspondance va dans toute l'Afrique, puisque ils gèrent l'Afrique entière, tous les syndicats en Afrique qui sont affiliés à la CSC Afrique. Donc ça fait quand même un certain nombre de syndicats dans un certain nombre de pays, et ça fait pas mal de populations qui sont averties, signalées de ce qui se passe
par rapport aux conditions de travail des salariés. Maintenant, je pense que ce qui est important, alors c'est facile de le dire ici en Europe, je me doute que ça va être plus facile ça va être plus difficile, sur le terrain. C'est de s'organiser, mais il faut bien être organisé à la base pour demander une entrevue avec le gouvernement et de expliquer le rôle du syndicalisme en disant que les syndicalistes ne sont pas contre les gouvernements, contre les politiques, ils sont là pour participer à la vie de la nation, dans l'intérêt de la nation, d'un point de vue, pas politicien, d'un point de vue politique salarial, et surtout politique des salariés. Voilà, c'est pas contre les gouvernements, ça doit travailler avec les gouvernements. Alors, sans être une courroie de transmission non plus, c'est pas d'être le porte-parole du gouvernement, c'est chacun à sa place, mais toute sa place. Effectivement, pour que chacun ait toute sa place, il y a du boulot, mais beaucoup de travail à faire en Afrique, notamment au Congo, parce que de ce que nous avait dit l'autre collègue, ils ne savent pas comment s'organiser par manque de moyens, par manque de droit syndical. Et donc, ce droit syndical-là, comme on a dit, il faut faire une élection proportionnelle. Ici, c'est tous les 4 ans. Et celui qui gagne en fonction des voix que vous avez gagnées, on vous fait une rétribution de l'État. C'est comme ça qu'ils vivent, les syndicats. Mais les syndicats ne sont pas complices des États. Au contraire, ce sont des négociations. Dans le social, par exemple. Est-ce que un syndicat africain peut-il négocier socialement les conditions dans son pays? Je ne le pense pas. Monsieur Rommel, qui est avec nous, nous a dit, ils vivent comme ça. On ne peut pas comprendre dans un pays où il y a des salariés qui travaillent, mais qui ne sont pas rémunérés pendant plusieurs mois. Des gens qui ont cotisé pendant des décennies, des pensionnés qui ne peuvent pas toucher leur retraite. Ce qui se passe, nous sommes les enseignants retraités abusivement par le ministre de l'EPST. Nous réclamons une retraite régulière, honorable et digne. C'est ça, nous sommes venus ici pour que la justice congolaise puisse dire le droit. Et maintenant, on nous dit que ceux qui devraient, je ne sais pas qui compose, je ne sais pas quoi, il y a un membre qui n'est pas là. S'il y a un membre qui n'est pas là, le autres ne peuvent... Ah, s'il y a un membre qui n'est pas là, est-ce que la séance ne peut pas avoir lieu? Hein? Beaucoup de nos camarades meurent. Nous venons de perdre encore un autre camarade, Augustin Ongono. On venait de l'enterrer jeudi passé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un enseignant n'est pas une personne digne qu'on peut respecter dans ce pays. Nous avons quand même travaillé pour cette République. Nous avons droit aux indemnités de sortie qui sont dignes et honorables. Un enseignant retraité qui n'a pas de salaire, qui n'a pas droit aux soins médicaux, cet enseignant-là ne peut pas manger, cet enseignant-là ne peut pas vivre. C'est quoi? Et beaucoup meurent à cause des conditions, en tout cas des mauvaises conditions de vie de ceux qui ont longtemps contribué à la richesse de leur pays. Aujourd'hui, ils sont tellement pauvres qu'ils meurent. Alors, j'ai connu un syndicaliste de l'hôpital qui a dit que dans les hôpitaux, c'est même pas contrôlé. Les syndicats ne fonctionnent pas convenablement. Et voilà pourquoi nous lançons un appel. Les syndicalistes qui nous écoutent, qui sont en Afrique, au Congo notamment, qu'ils interpellent R7 pour qu'on leur réponde et qu'on essaie de constituer un groupe pour peser au niveau des syndicats. C'est ici Afrique et ensuite Bruxelles et pourquoi pas au niveau de Genève. Donc nous vous le proposons, nous vous le demandons. N'ayez pas peur. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Alors, que peux-tu dire avant qu'on puisse s'en aller? Qu'est-ce que tu penses conseiller aux syndicalistes du Congo et notamment en Afrique et notamment au Congo? Alors là, on parle plus particulièrement du Congo. Moi, de ce que j'ai vu de l'émission précédente et de ce qu'on a parlé tous les deux et avec d'autres personnes, je pense que ce qui est urgent déjà,
c'est de prévoir, enfin, d'essayer d'organiser des réunions entre les syndicats existants, de trouver des points communs, de façon à fédérer ces syndicats pour pouvoir proposer des choses au gouvernement congolais. Des choses sur leur organisation, sur comment ils voient le syndicalisme au Congo, en proposant des choses, parce que quand on fait quelque chose, il faut toujours proposer quelque chose. Même si on dit non, on dit non, mais nous, on vous propose quelque chose. Après, la partie adverse, elle accepte ou elle accepte pas, mais il faut toujours être, un syndicat doit être une force de proposition. Donc, c'est bien s'organiser avant, entre soi, pour pouvoir porter, déjà écrire, revendiquer des choses au gouvernement. Je pense qu'il faut des choses sur la formation des syndicalistes, parce que c'est important. Et c'est pas de la formation ponctuelle, c'est de la formation permanente. Même moi, ici en France, j'allais régulièrement en formation. Parce que la vie, c'est un apprentissage quotidien. Tout au long de sa vie, on apprend. Donc, on apprend sur le terrain, mais on apprend aussi dans des salles avec d'autres personnes, d'autres syndiqués. Et c'est de rencontrer d'autres syndicats africains. C'est aussi d'avoir des échanges. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire avec des Européens, bien sûr. C'était mon rôle de le faire pour la CFDT. Mais souvent, je conseillais aussi de faire des réunions entre syndicats africains. Parce que vos réalités sont quand même plus proches. Elles sont pas toujours exactement dans la même situation, mais les bases des problèmes sont souvent à peu près les mêmes. Donc c'est déjà entre vous de faire appel à des pays africains où le syndicalisme fonctionne mieux, et ça existe, où il y a des fonctionnements à peu près corrects de syndiqués, c'est de rentrer en contact avec eux, éventuellement de les faire venir, ou d'aller voir là-bas comment ça se passe, et de travailler ensemble. Merci, mon cher Didier. Tu as parlé de formation. Le point crucial dans notre vie, d'ailleurs même, je me rappelle, la CFDT a beaucoup défendu ce point de formation. Et aujourd'hui, ici, la formation est devenue presque obligatoire. On doit être obligé, c'est tout le temps. On doit être formé dans le syndicat. Et c'est ça qui fait que quelqu'un qui est formé, il est capable de bien défendre un employé. Et c'est ça la force du syndicalisme dans ces pays où nous sommes. Et nous aussi pouvons demander à nos collègues, je pense qu'ils sont formés, mais ce qui leur manque, c'est ce moteur-là pour les amener à faire comprendre. Donc, les revendications. Il faut d'abord instruire les revendications, d'abord dans leurs syndicats, ensuite en dehors des syndicats, entre syndicats eux-mêmes, et constituer un groupe pour aller défendre ces revendications auprès des gouvernements successifs, des gouvernements qui sont sur leur place. Mais vous savez, en Afrique, le gouvernement, c'est des gouvernements qui travaillent parce que c'est le chef qui leur dit. Eux-mêmes, en tant que ministre, je ne pense pas. Mais en tout cas, on espère que aujourd'hui, les syndicalistes de ces pays-là vont pouvoir faire des revendications et aller au-devant des revendications, les poser auprès de leur ministère de tutelle pour trouver des solutions. Parce que un homme, comme on dit, il a des droits. Et c'est dans les droits de l'homme. On ne peut pas séparer un homme de son travail. C'est un droit de travailler. C'est ce que moi, en tout cas, on a appris dans nos formations dans le syndicalisme de la CFDT. Mon cher Didier, on a parlé de formation. Nous en étions là. Le temps étant imparti, est-ce que tu as un dernier mot par rapport au syndicat du Congo? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller afin qu'ils soient dans les normes des syndicats du monde international? Moi, je pense que ce que je disais tout à l'heure, il est important qu'ils se voient entre syndicats, déjà, qu'ils essayent de pouvoir fédérer quelque chose. Je dis pas qu'il faut plus qu'il y ait qu'un syndicat, il peut y en avoir plusieurs, mais qu'ils trouvent une plateforme commune, qu'ils voient pour adhérer à la CSI Afrique. Voilà, ça sera déjà pas mal de choses. Voilà. Donc, chers Congolais, Congolaises, nous venons de faire une émission sur les syndicats au Congo. Le mot de fin qu'on pourrait vous dire, n'hésitez pas d'adhérer au syndicat CSI Afrique.
c'est la Confédération syndicale africaine. Vous aurez beaucoup de choses là-bas, des formations et peut-être aussi un petit peu de protection. Parce que souvent, les syndicalistes en Afrique ont peur d'y aller parce qu'ils peuvent être... Par exemple, ça s'est passé au Cameroun, ils ont eu un problème avec un Camerounais syndicaliste. Et là, au Congo, c'est aussi possible parce qu'on a un seul parti qui est le PCT qui va réprimer tout le monde. Donc, soyez unis, les syndicats Congo, ne soyez pas seuls dans votre coin, unissez-vous. Plus vous êtes unis, plus vous serez forts et vous aurez beaucoup plus de droits. En tout cas, c'est ce que moi, en tout cas nous ici, qu'on peut vous conseiller. Et n'hésitez pas, le cas échéant, d'appeler R7 pour avoir des informations supplémentaires. Nous vous reviendrons très bientôt. Nous, Didier et moi, nous vous remercions. Au revoir.